Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier évidemment mes hôtes qui m'accueillent une nouvelle fois dans leurs locaux. Et bien évidemment, je remercie chacun d'entre vous de s'être déplacé pour venir m'écouter, pour venir écouter cette conférence que j'ai appelée par un nom étrange, Sortir la France de la matrice. Tout le monde m'entend, c'est bon? Au fond? Je fais un effort. Alors, ceux qui me connaissent savent que l'un des thèmes centraux de mes écrits, de mes réflexions, est la condition de la liberté au XXIe siècle. Et je cherche à savoir si l'individu occidental contemporain est aussi libre que ce que la doxa prétend. Alors, la question de la liberté n'est pas une question simple, parce que c'est une question qui est extrêmement subjective. Si on prend un petit exemple historique, les années 80 du XVIIIe siècle, à cette époque, il y a une lutte acharnée entre les parlements de justice et la royauté. Louis XVI, avec ses contrôleurs généraux des finances successifs, Turgot, Necker, Calonne, Brienne, etc., cherche à abolir en douce les droits féodaux, en réalité. Mais il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que les parlementaires de justice font de l'obstruction. Et donc, la monarchie est bloquée et on sait comment ça se termine. Et quand on lit les déclarations des parlementaires de l'époque, au nom de quoi luttent-ils? Ils disent pas on lutte pour nos privilèges, on lutte pour notre argent, on lutte pour notre pouvoir, non. Si on prend les déclarations du duc d'Orléans, de Duval du Préménil, ils nous disent nous combattons pour les libertés du royaume et nous luttons contre le despotisme royal. C'est écrit dans le texte, hein, je n'invente rien. Pourtant, ces gens-là ne faisaient que défendre les privilèges et les droits féodaux. Donc, la question de la liberté est compliquée, parce que les gens ont du mal à la schématiser. Pour ma part, j'essaie d'en donner une définition extrêmement synthétique. Penser et agir souverainement. Donc si la liberté, c'est penser et agir souverainement, quand on est un petit peu lucide, sur notre époque, on se rend compte que l'individu occidental contemporain, en tout cas français, n'est pas libre. Pourquoi n'est-il pas libre? Il y a maintes et maintes raisons. On peut dire que l'individu n'est pas propriétaire de ses moyens de production, donc il est toujours dans une position de quémandeur vis-à-vis d'un éventuel patron. On peut dire que le système électif qu'on nous vend comme la démocratie est truqué parce que les individus pour lesquels nous sommes sommés de voter sont préalablement choisis par les médias, donc par l'oligarchie financière. Donc c'est un jeu de dépipé. Toutefois, selon moi, la cause principale de notre servitude n'est pas de cet ordre. La cause principale de notre servitude, c'est que nos esprits sont sous contrôle. Autant l'esclave antique, lui, était asservi parce que son corps était asservi, justement, autant l'individu contemporain est asservi parce que son esprit est sous contrôle. D'où le concept que j'ai dégagé de totalitarisme de marché, à savoir un système d'aliénation qui s'attaque à nos esprits prioritairement et nos corps à la marge. Il ne faut pas oublier les corps, on l'a vu avec la répression d'État à la manif pour tous. Mais ce totalitarisme de marché a une finalité, et cette finalité, c'est de déraciner l'individu. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'individu est déraciné, il devient un légume malléable, et donc il retourne à la condition d'esclave, malgré le fait que, en droit, il jouisse toujours de ses libertés fondamentales. Alors ce totalitarisme de marché, comment fonctionne-t-il? Comment fait-il la guerre à nos cerveaux? Comment s'attaque-t-il à notre esprit? Bien, c'est très simple. Le système s'est véritablement emparé de notre esprit et il l'a mis dans une matrice. Et exactement comme dans le film Matrix, le système essaie de nous faire croire à un monde imaginaire. Alors quel monde imaginaire? C'est très simple. Un monde dans lequel, par exemple, l'Union européenne servirait à faire contrepoids aux États-Unis. On voit jusqu'à quel point avec le marché transatlantique. Un monde dans lequel l'immigration serait une chance pour la France. Ça peut être le cas en 2013, c'est une blague. C'est une blague. Un monde dans lequel il y aurait une différence de fond entre le PS et l'UMP, no comment. Un monde dans lequel le Front National chercherait à renverser les institutions de la République, ça serait trop beau. Un monde dans lequel on lutterait pour les droits de l'homme en bombardant les populations civiles afghanes, maliennes,
irakienne, libyenne, et j'en passe et des meilleurs. Un monde dans lequel les températures baissent en période de réchauffement climatique, ce qui est curieux. Aussi, on peut dire un monde dans lequel le racisme anti-blanc n'existerait pas. Ceux qui pensent que le racisme anti-blanc n'existe pas, je leur invite à faire un sondage en banlieue, vous demandez aux jeunes, c'est quoi la Hagla? Voilà. Et puis un monde, pour être un petit peu plus rigolo, un monde où on considère que, par exemple, des gens comme Omar Sy et Guillaume Canet sont des véritables acteurs, alors qu'ils ne savent pas jouer. Il suffit de voir n'importe quelle de leurs prestations pour voir qu'ils ne savent pas jouer, et pourtant ils sont sérieusement considérés comme des acteurs et décorés en tant que tels. Et un monde dans lequel les Français préférés des Français seraient Jamel Debbouze, Yannick Noah. Je ne sais pas qui est Yannick Noah en France, mais bon. Il a eu du mal à remplir le Stade de France, dit-on. Donc voilà, donc on essaie de nous faire croire à ce monde imaginaire qui ne tient pas la route lorsque l'on fait preuve d'un minimum de bon sens et de raison. Et donc ce monde est une véritable matrice. Et cette matrice a un rôle fondamental dans la domination mondialiste. Pourquoi ? 1, c'est elle qui fait que les peuples se rallient au mondialisme. 2, c'est cette matrice qui fait que les élites, que j'appelle non tireuses de ficelles, parce que les élites, ce n'est pas un bloc monolithique, les élites non tireuses de ficelles croient de bonne foi que leur intérêt est dans le mondialisme et donc se rallient au projet des élites davantage tireuses de ficelles. Alors cette matrice, comment fonctionne-t-elle ? Nous verrons dans une première... je vais développer cette conférence sur 3 points. Premier point, comment la matrice se constitue et comment notre esprit y rentre. En deuxième partie, je développerai les contre-effets de la matrice. Et en troisième partie, j'expliquerai comment et pourquoi il faut sortir de la matrice. Alors tout d'abord, comment notre esprit est rentré dans la matrice. Pour le comprendre, il faut maîtriser un concept. Ce concept, c'est la suspension consentie de l'incrédulité. La suspension consentie de l'incrédulité. Il ne faut pas se laisser impressionner par le jargon. Qu'est-ce que c'est la suspension consentie de l'incrédulité ? C'est l'état dans lequel chaque être se trouve lorsqu'il est face à une fiction. Un livre, la télévision, le cinéma. Quand on est face à une fiction, l'individu croit véritablement à la réalité imaginaire de cette fiction. Exemple, je vais voir Le Seigneur des Anneaux au cinéma. Je ne me lève pas au bout de 10 minutes en disant qu'on se moque de moi parce qu'on va me faire croire à l'existence des elfes et des hobbits. Non. Dans le cadre de la fiction, je crois à l'existence des elfes et des hobbits. En revanche, dès que je suis sorti du cinéma, je n'y crois plus. Donc, ce que je prétends, c'est que nos médias, qu'ils le fassent consciemment ou inconsciemment, peu importe, nos médias, via ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire la mise en scène de l'information, la mise en scène du traitement médiatique, place les individus dans un rapport de suspension consentie de l'incrédulité. Mais, différence avec la suspension de l'incrédulité classique, autant dans la suspension consentie de l'incrédulité classique, il y a une distinction très nette entre la fiction et la réalité. Quand je sors du cinéma, je sais que je ne suis plus dans le monde du Seigneur des Anneaux. Autant, face à la réalité imaginaire que les médias nous vendent, il y a une confusion entre la réalité imaginaire et la réalité. Pourquoi ? Tout simplement parce que nos médias, 1, prétendent décrire la réalité, et 2, parce qu'ils se fondent sur des éléments de la réalité. Ils ne se fondent pas sur des hobbits et des elfes, ils se fondent sur des éléments de la réalité. Donc je me répète, le système nous met dans un état de suspension consentie de l'incrédulité qui est permanent à cause de cette confusion entre la réalité imaginaire et la réalité. Et donc nous croyons bêtement à cette réalité imaginaire. Donc voilà ce qu'est la matrice. La matrice, c'est la rencontre de nos esprits mis en état de suspension consentie de l'incrédulité, et ce de façon permanente, avec le flux d'informations permanent et continu qui permet de diffuser l'idéologie dominante. Donc je répète, la matrice, c'est la rencontre de notre esprit mis de façon permanente en état de suspension consentie de l'incrédulité, avec le flux continu d'informations qui diffusent l'idéologie dominante. Sachant que l'idéologie dominante, aujourd'hui en 2013, et depuis quelques années déjà, c'est ce qu'on appelle le libéralisme libertaire. Je définis pas ça, c'est pas le sujet de la conférence. Donc, face à cette matrice, comment réagit la population ? Et là, il y a 3 catégories d'individus. 1, il y a les individus qui croient bêtement à la matrice. Exemple, élève de Sciences Po. L'élève de Sciences Po est le chien de garde absolu de la matrice.
Deuxième catégorie d'individus, il y a les individus qui ne croient pas à la réalité imaginaire, mais qui font semblant d'y croire et s'y rallient à cause de l'action de leur surmoi. Je ne développe pas ici les mécanismes du surmoi. J'invite ceux que ça intéresse à voir ma conférence précédente, Déracinement surmoi, voire même à lire le bouquin Je blasphème de Freud, L'homme Moïse et la religion monothéiste. Excellent livre. Donc, il y a ces deux premières catégories, ceux qui croient à la matrice, ceux qui n'y croient pas, mais qui font semblant d'y croire et s'y rallient in fine. Et la troisième catégorie d'individus, ce sont les gens, comme dans le film Matrix, débranchés de la matrice. Et ce sont, je crois, je pense que vous tous ici, vous êtes des débranchés de la matrice. Et c'est ce que, j'en parlerai plus tard, c'est ce qui va s'appeler en France la dissidence. Alors, cette matrice, quels effets produit-elle sur les individus? Il y a deux grands effets. Le premier, je ne cesse de vous le dire, c'est que les individus croient à une réalité imaginaire qui n'est pas la réalité. Et le deuxième effet de la matrice, c'est que la matrice inculque dans l'esprit des gens ce que j'appelle des réflexes conditionnés de suspension de la raison. Les réflexes conditionnés de suspension de la raison, ce sont des réflexes donc, conditionnés qui permettent que l'individu qui appartient aux deux premières catégories ne prenne pas en compte la réalité, la vraie réalité, qui est contraire à la réalité imaginaire. Exemple, je suis en soirée. Moi, j'appartiens à la troisième catégorie. Je rencontre quelqu'un qui appartient à une des deux premières. On se met à parler politique. Et je lui dis, il y en a quand même marre de toutes ces racailles d'origine autrichienne et luxembourgeoise. Et puis j'enchaîne et je dis, puis il y en a marre de tous ces hommes politiques affiliés à des loges franc-comtoises. Que va-t-il se passer dans l'esprit de mon contradicteur? Dans la réalité imaginaire de la matrice, l'immigration est une chance pour la France. Il n'y a pas de lien entre l'immigration et la délinquance. Et dans la matrice, les loges franc-comtoises n'ont plus d'influence depuis très longtemps en France. Donc, comme je lui ai soumis des éléments de la réalité qui sont en contradiction avec la réalité imaginaire, mon contradicteur aura à mon égard une attitude de rejet et d'ostracisme. Et ça, je pense qu'ici, vous l'avez tous vécu. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'à chaque fois que je suis dans une réunion un petit peu dissidente, il y a des gens qui me disent « Ah, c'est génial, on peut parler de tout, alors qu'avec les membres de ma famille, mes proches, les collègues de boulot, on peut parler de rien. » Pourquoi? Parce que vos proches, les membres de votre famille, etc. appartiennent aux deux premières catégories et que vous, vous appartenez à la troisième. Vous êtes des débranchés et les autres sont branchés. Tout simplement. Alors pour terminer cette première partie, je citerai deux anecdotes médiatiques extrêmement significatives. La première, c'est passé sur le plateau de C'est dans l'air. Rappelez-vous, il y a à peu près un an de ça, des jeunes d'origine maghrébine avaient chassé un camp de Roms, c'était vers Marseille, qui était dans leur cité. Donc, dans C'est dans l'air, documentaire là-dessus, et dès que le documentaire est éteint, un intervenant dit « Ah, mais c'est pas du racisme, parce que les jeunes qui ont fait ça sont d'origine immigrée. » Pourquoi l'intervenant dit-il ça? Parce que dans la matrice, le racisme est monopolisé par les Blancs, un immigré est forcément une victime du racisme, et donc ne peut pas être raciste. Tout simplement. Donc cet individu a démontré qu'il s'était fait violer par le système, puisqu'il n'a fait que recracher la réalité imaginaire. Autre exemple encore plus intéressant, pour ne pas dire fascinant. Rappelez-vous, l'été 2010, un policier est assassiné par un dealer. Sarkozy, qui cherche à récupérer les voix du front, propose une loi en vertu de laquelle les Français d'origine immigrée qui assassineraient des policiers seraient déchus de leur nationalité. Donc Christian Estrosi est convoqué dans les studios de RTL et il est interrogé par Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy lui pose la question suivante. Y a-t-il un lien entre l'immigration et la délinquance? Que répond Estrosi dans le texte? Non, faites-vous un lien entre l'immigration et la délinquance? Estrosi répond dans le texte, je m'y refuse. Il ne répond pas oui. Il ne répond pas non, il ne répond pas je ne sais pas, il ne répond pas je ne suis pas en mesure de vous répondre, il répond je m'y refuse. Traduction. Apathy lui dit, est-ce que tu restes dans la matrice et tu fais semblant de croire qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et la délinquance, ou est-ce que tu te débranches de la matrice et tu constates ce que des millions de Français ont constaté, à savoir qu'il y a un lien évident entre l'immigration et la délinquance? Réponse d'Estrosi, t'inquiète pas, je continue de collaborer. Je reste dans la matrice. Voilà. Donc je me répète, cette matrice a deux grands effets. Et donc c'est un instrument clé de la domination mondialiste, c'est que, à cause de cette matrice, les individus se rallient au canon du mondialisme, alors que de fait, ils n'y ont pas du tout intérêt. Et deux,
eh bien, nos élites, que j'appelle non tireuses de ficelles, se rallient au projet mondialiste, alors qu'elles non plus n'y ont pas forcément intérêt. Donc là, je vous ai parlé des effets de la matrice. Je vais maintenant vous parler des contre-effets de la matrice. Le principal contre-effet de la matrice, c'est l'émergence en France de ce qu'on appelle la dissidence. Qu'est-ce que la dissidence? C'est le regroupement des débranchés de la matrice. Alors la dissidence, selon moi, je ne crois pas me tromper, est née en 2008. Elle est née en 2008, pourquoi? Parce que des figures qui existaient politiquement et intellectuellement préalablement se sont réunies précisément autour de la critique du nouvel ordre mondial, du mondialisme, de la finance mondialisée, etc. Qui sont ces individus? Pardon de les citer. Des anti-impérialistes classiques comme Thierry Messant, Alain Soral et Égalité et Réconciliation, des identitaires intelligents comme Scriptoblog et Le Mas, des musulmans aussi qui, via l'antisionisme, sont arrivés à l'antimondialisme, des catholiques, surtout traditionnalistes, de toute façon, l'antimondialisme est dans les gènes du catholicisme traditionnaliste, donc forcément ils sont venus, incarnés notamment Pierre Périard, et aussi quelques gens de gauche intelligents, parce que ça existe, comme Étienne Chouard. Donc là, je pense que j'ai tracé les principaux traits de la dissidence. Donc en 2008, cette dissidence se forme. Les années passant, elle élargit ses rangs de façon, d'un certain point, on peut dire irrationnelle, puisque complètement blacklistée par les médias, elle ne s'est faite que par le bouche à oreille. Donc elle prend conscience d'elle-même petit à petit. Au jour d'aujourd'hui, si on s'en réfère au compteur YouTube et Dailymotion de Pierre Hélard et Alain Soral, on va estimer qu'il y a en France, entre 100 000 et 200 000 dissidents. Sachant que le potentiel dissident est beaucoup plus élevé, si on s'en réfère au compteur Dailymotion YouTube d'un comique qui porte le nom du deuxième prénom de Philippe Auguste et de Louis XIV, c'est-à-dire Dieudonné. Donc il y a un potentiel dissident qu'on peut fixer jusque-là. Et je dirais même qu'il y a un potentiel dissident encore plus développé, parce que moi, à titre personnel, dans le quotidien, quel que soit le milieu social, je vois des gens qui sont prêts à se débrancher de la matrice, mais qui ne le font pas, faute de débouchés politiques, et en fait parce qu'ils ne connaissent pas les personnalités dissidentes, tout simplement. Et puis aussi, il faut dire que quand ils tombent sur une personnalité dissidente, des fois, elles ne se vendent pas toujours très bien. Et elles manquent de pédagogie. Bref, donc, nous avons en France un noyau de 150 000 dissidents. Quel a été l'objectif de la dissidence ces dernières années? Ça a été de faire de la contre-propagande. De fait, faire de la contre-propagande. Et un dissident, du coup, ne croit pas au monde que nous vendent les médias. Un dissident ne croit pas à la réalité imaginaire que nous vend la matrice. Alors, la dissidence ne doit pas sous-estimer son influence. Pourquoi? Prenez le débat sur la loi de 73. Le débat sur la loi de 73 est arrivé dans la matrice uniquement parce que le réel a fait pression sur la matrice. Et pourquoi le réel a fait pression sur la matrice? Il l'a fait parce que la dissidence a fait son travail. Parce que sinon, je ne vois pas qui aurait fait émerger cette question dans la matrice. Donc, je vous l'ai dit, cette dissidence première génération a fait de la contre-propagande. Sous le quinquennat Sarkozy. Pour moi, dans le quinquennat Hollande, doit naître la dissidence deuxième génération. Et quel est l'objectif de la dissidence deuxième génération? Et là, je vais faire ricaner. Ça doit être songer à la prise du pouvoir. En tout cas, que les idées dissidentes arrivent au pouvoir. Pourquoi? Très simple, parce que sinon, la France va vivre l'apocalypse. Point. Alors vous allez me dire, prendre le pouvoir, facile à dire, à faire plus compliqué. Là, j'invoque l'histoire, je demande à l'histoire de venir à ma rescousse. Historiquement, comment prend-on le pouvoir? Comment s'en partons d'un pouvoir qui est détenu préalablement par quelqu'un? Il y a 3 façons. La première façon, c'est la guerre, l'invasion. Pourquoi les 2 tiers de l'Eurasie sont mongols au XIIIe siècle? Réponse, parce que Gengis Khan a fait la guerre à toute l'Eurasie. La dissidence n'est évidemment pas dans ce schéma. Deuxième façon de prendre le pouvoir, le coup d'État ou les révolutions de palais. Exemple, ce qui s'est passé dans les changements de dynastie en France ou en Angleterre. Et troisième exemple, ou plutôt troisième cas de figure, devrais-je dire, c'est ce que j'appelle la stratégie de la jonction. Et la stratégie de la jonction, c'est notamment ce qu'on retrouve dans les révolutions. Que se passe-t-il dans les révolutions? Nous avons un système qui, comme aujourd'hui, n'est pas un bloc monolithique, et une partie du système va faire sécession avec l'autre partie du système,
et chercher à s'allier avec des forces anti-système pour renverser l'autre partie du système qui n'avait pas fait sécession. Exemple historique. La révolution de 1830. À quoi assiste-t-on? Le système en 1830, c'est l'alliance entre l'aristocratie foncière et la bourgeoisie commerçante. La bourgeoisie commerçante veut se débarrasser de l'aristocratie foncière. Que fait-elle? Elle s'allie avec la petite bourgeoisie parisienne et avec le prolétariat parisien pour botter le train de Charles X et de Polignac. Elle le fait. Et du coup, que se passe-t-il dans la monarchie de Juillet? Eh bien, la bourgeoisie commerçante est seule régnante. Je précise évidemment que les forces anti-système, en général, ça finit mal pour eux. Et on ne s'occupe plus trop de leur cas. J'aurais pu citer 89. 89, c'est quoi? Faille dans le système, Orléans conspire, il fait alliance avec des éléments anti-système, notamment la populace parisienne, et il renverse son cousin. Donc ça, la stratégie de la jonction, c'est notamment ce qu'on retrouve dans la Révolution, mais on peut le retrouver dans d'autres cas de figure. Alors, cette stratégie de la jonction, selon moi, se fait, ou peut se faire aujourd'hui, en fonction de 3 étapes. 1. La contamination du système, par nos idées. 2. La cassure dans le système. Et 3. La jonction entre les élites non tireuses de ficelles et des forces dissidentes. Alors là, vous allez me dire, là encore une fois, plus facile à dire qu'à faire. Mais comment contaminer le système et comment ensuite provoquer cette cassure dans le système? Eh bien, cette cassure, on y arrive en faisant bugger la matrice. En faisant bugger la matrice comme dans le film. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire faire bugger la matrice? Rappelez-vous ma définition de la matrice, c'est la rencontre entre nos esprits mis en état de suspension consentie de l'incrédulité, de façon permanente, et un flux permanent et continu d'informations qui diffuse l'idéologie dominante. Donc, faire bugger la matrice, ça veut dire notamment tarir, réduire, subvertir, altérer ce flux d'informations. Alors, ce que je dois dire tout d'abord, c'est qu'il est très important pour le système que la confusion entre la réalité imaginaire et la réalité perdure. En somme, que l'écart entre les deux ne soit pas trop grand. Parce que sinon, les gens ne tomberaient plus dans le panneau. Si demain le système nous dit « attention, les martiens débarquent », là, les gens vont comprendre qu'on les prend pour des imbéciles. Bon. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une différence trop grande entre la réalité imaginaire et la réalité. Mais le problème qui va se poser au système, c'est que plus le mondialisme va produire ses effets néfastes, et Dieu sait si en ce moment il y a une accélération du calendrier mondialiste, MES, Union bancaire européenne, marché transatlantique, ouverture à la Croatie, etc. Donc plus le mondialisme produit ses effets néfastes, plus il va lui être difficile de justifier son idéologie. Exemple, l'ouvrier qui a perdu son emploi en France à cause de la désindustrialisation, ça va être très dur de lui vendre la mondialisation heureuse d'Alaminck. Ça va être très dur. Exemple, l'immigration chance pour la France, avec des événements type Trocadéro ou avec l'augmentation très nette de bidonvilles en France, ça va être très dur, sachant que le mythe immigration chance pour la France, pour moi, s'est fait sniper en plein vol par les Roms. Là, c'est fini. C'est que les Roms, je ne sais pas si vous avez remarqué, partout où ils passent, il y a une baisse de la délinquance, une baisse des cambriolages, enfin voilà. Donc, là où je veux en venir, c'est que le simple écoulement du temps, de toute façon, fera que la matrice disparaîtra. Le simple écoulement du temps. Et vous savez, en Union soviétique, dans les années 70, les gens savaient déjà que le système était mort. Le problème, c'est que ça dure encore 20 ans. Donc il ne faut pas sous-estimer les capacités de résistance du système. Alors comment accélérer la décomposition de la matrice, qui, je vous le répète, de toute façon, disparaîtra face au réel. Face aux douleurs que va engendrer le réel, surtout. Et bien justement, je vous l'ai dit, il faut faire bugger la matrice. Alors comment faire? Puisque la matrice repose, je vous l'ai dit, sur une idéologie libérale libertaire. C'est un bloc de granit libéral libertaire. Alors comment faire pour faire passer des opinions dissidentes dans ce bloc de granit libéral libertaire? Eh bien, heureusement, dans ce granit, il y a une faille. Cette faille, c'est ce que j'appelle le libéralisme identitaire. Qu'est-ce que le libéralisme identitaire, qui a émergé, je dirais, au début du quinquennat Sarkozy? Le libéralisme identitaire, c'est un mouvement de pensée, on va être gentil, on va l'appeler comme ça, qui consiste à critiquer les conséquences du mondialisme, notamment culturel, sans jamais toutefois
critiquer et attaquer les causes du mondialisme et encore moins les individus qui sont derrière. Qui représente ce courant libéral identitaire en France? Notamment Éric Zemmour et notamment le journal Causeur. Voilà. Donc ce libéralisme identitaire, il ne faut pas s'y tromper, est sous contrôle du système. C'est une soupape de sécurité du système. Pourquoi? Je vous l'ai dit, l'écart entre la réalité et la réalité imaginaire ne doit pas être trop grand. Or, en dénonçant les conséquences du mondialisme, la matrice garde contact avec le réel. Garde contact avec le réel, voilà. Donc, le libéralisme identitaire est une façon de faire perdurer la matrice. C'est une soupape de sécurité. C'est une soupape de sécurité, mais à l'instar de Beppe Grillo en Italie, c'est une concession que le système a dû faire face au réel. Et le système aurait aimé s'en passer. Voilà. Alors, qui, au cœur de la matrice, c'est-à-dire au cœur des médias, développe ces idées identitaires, du libéralisme identitaire, pardon, évidemment, il y a la personnalité d'Éric Zemmour. Alors vous allez me dire, mais Éric Zemmour, quand même, il stimule le choc des civilisations. Et c'est vrai. Mais si on est intellectuellement honnête, si on prend sa critique de la mondialisation, de l'Union européenne, des communautarismes, du politiquement correct, etc., quand on se ment pas trop, les débranchés adhèrent. Quand on se ment pas trop, les débranchés adhèrent. Alors autant, vous savez, c'est comme Nietzsche, hein, deviens qui tu es. Donc autant il y a des individus qui, en écoutant Zemmour, tomberont dans le choc des civilisations et deviendront des néoconservateurs un peu bébêtes, autant d'autres personnes, via Zemmour, en se servant de lui comme un marchepied, se débrancheront de la matrice et arriveront à la dissidence. Pourquoi? Parce que si on veut aller au bout de la question de la critique de l'Union européenne, par exemple, on est obligé de se débrancher de la matrice. Et la dissidence, on n'y tombe pas comme ça. Moi, j'ai fait mon coming out, j'ai commencé à me débrancher de la matrice, donc du politiquement correct, avec Jean-François Kahn et Jean-Pierre Chevènement. Vous voyez? Donc je viens de très loin. De très très loin. Autre figure qui peut stimuler les idées libérales libertaires, pardon de le dire, c'est le Front National. Le Front National, il faut le prendre tel qu'il est. Le FN, c'est pas un parti antimondialiste. C'est-à-dire qu'il n'a pas au cœur de son discours la déconstruction et la destruction de la gouvernance globale. Et d'ailleurs, sur ce sujet, il s'est fait complètement ringardiser par l'émergence d'Asselineau et de l'UPR. Toutefois, le Front National a deux grands mérites. C'est que, un, il est pour une réduction drastique de l'immigration en France, et deux, il est pour la préférence nationale. Et ça, on peut pas le retirer. Et sur la préférence nationale, je le dis publiquement, j'ai longtemps été contre, mais suite à des anecdotes personnelles à la CAF près de chez moi, j'ai été vacciné. Donc là, je suis pour aujourd'hui. Donc, ces deux figures, peut-être demain d'autres, continuent à faire le jeu du système, mais malgré elles, diffusent des idées qui peuvent servir de marchepied pour la dissidence. Et ces idées, qu'on le veuille ou non, subvertissent le torrent d'informations libérales, libertaires, que la matrice veut nous vendre en priorité. Donc ça, c'est ce qui se passe au cœur du système. Plus on va vers les marges du système, plus on peut le critiquer et taper fort. Exemple, sur des chaînes comme LCI, comme BFM TV, etc., on entend des gens comme Jacques Sapir, comme Olivier Delamarche, comme Olivier Berruyer. De fait, ils n'ont pas le discours économique de la doxa. Il faut être intellectuellement honnête là aussi. Et encore plus aux marges de la matrice, notamment ce que je fais avec Pierre Hillard sur Boulevard Voltaire ou sur un autre site qui s'appelle La Gauche m'a tué. Ouais. Et on peut, là encore une fois, balancer quelques scuds dissidents antimondialistes. Sachant que moi, Boulevard Voltaire, ma technique, c'est que je lance un bon gros scud d'abord libéral identitaire sur l'immigration ou la sécurité. Comme ça, derrière, j'ai carte blanche pour me lâcher de façon un peu plus, on va dire, antimondialiste et dissidente. Bon. J'ai donné mon truc. Alors tout ça, c'est des bugs internes de la matrice. Et tout ça fait du mal à la matrice. Néanmoins, il y a quelque chose qui fait 1000 fois plus de mal à la matrice, 1000 fois plus. C'est ce que j'appelle, c'est les bugs externes. Et les bugs externes, c'est quoi? C'est quand la réalité bug aux yeux de la matrice. Et qu'est-ce que la réalité qui bug? C'est lorsque la réalité devient intraduisible en idéologie dominante. Quand la matrice n'arrive plus à récupérer des éléments de fait, de réalité, pour mettre en place son puzzle idéologique qui justifie son idéologie dominante. Exemple, quand Dieudonné fait une tournée triomphale dans toute la France, c'est très difficile derrière de dire qu'il est antibiotique. Très difficile. Autre exemple, la manif pour tous. Quand elle fait 100 000 manifestants, la matrice s'en fout. Quand elle fait 1,5 million, la matrice bug. Pourquoi? Parce que derrière, on ne peut pas dire
qu'il y a un consensus en France pour le mariage gay. Quand le bouquin de Oberton, La France orange mécanique, est vendu à 100 000 exemplaires, la matrice bug. Pourquoi? Parce qu'Oberton fait le lien immigration-délinquance et la matrice n'en veut pas. J'ai oublié de parler aussi, je tiens à leur rendre hommage à tous les manifestants, tous les jeunes manifestants de la Manif pour tous. Et là, le système a bugué face à leur courage et à leur détermination qu'ils ont eu quand même face à une répression d'État, comme on n'en a jamais vu depuis la guerre d'Algérie en France. Hein. Toutes les manifestations anti-CPE de la gauche, là, les CRS et la police n'ont jamais fait preuve d'autant de violence. Est-ce que c'est parce que beaucoup de commissaires en France sont affiliés à des loges franc-comtoises? Je ne sais pas. À mon avis, c'est un pur hasard, mais bon, je ne sais pas. Et autre chose qui fait bugger la matrice, en premier lieu, écoutez, c'est la dissidence. C'est l'existence de la dissidence qui est un imprévu total dans les plans du système et qui n'aurait jamais prévu l'émergence de la dissidence. Et d'ailleurs, vidéo rigolote de Brzezinski, il y a quelques années de ça, qui s'inquiétait de la prise de conscience des gens. Donc au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Voilà. Il s'inquiétait de la prise de conscience des gens. Comme si les gens prenaient conscience, ils comprendraient qu'ils se font... Voilà. Bref, je suis vulgaire, pardonnez-moi. Donc, voilà, il faut faire bugger la réalité. Et ce qui fait le plus de mal à la matrice et ce qui se précipitera à cette décomposition, ce sont tous nos gestes quotidiens, multipliés par plusieurs millions et évidemment sur une longue durée, qui feront que la matrice ne pourra plus traduire la réalité en idéologie dominante. Et la matrice s'effritera d'elle-même. Et je précise bien que la chute de la matrice, la décomposition de la matrice, sera l'élément clé du renversement du système. L'élément clé. Parce que le peuple n'adhérera plus, et parce que nos élites tireuses de ficelles, non tireuses de ficelles, feront enfin sécession avec les élites tireuses de ficelles, seront convaincus de la justesse des idées dissidentes, ne serait-ce pas pour l'amour du Christ, pour sauver leur fauteuil, et feront alliance, en tout cas temporairement, avec des forces dissidentes. Et peut-être, allons-y, peut-être mettrons-nous en place un nouveau système, plus conforme aux intérêts de la France, et qui peut-être, allez, soyons fous, pousse les individus à lever les yeux vers le ciel, et à se poser la question du salut de leur âme. Bon là, évidemment, c'est pas demain. Alors, le but de cette conférence, c'est quoi, fondamentalement? C'est de faire comprendre aux dissidents que si leur action a un sens, elle doit se projeter vers la conquête du pouvoir. Sinon, ça ne sert à rien. Et mon amour de l'histoire m'a bien appris une chose, c'est que déjà, il y a eu des miracles plus grands, surtout dans l'histoire de France. Et deux, quand on est un acteur politique, il ne faut jamais plafonner ses objectifs. Et il faut viser haut pour arriver à ses fins. Et pour incarner ce petit message, je vais vous citer une petite anecdote qui est arrivée à un individu qui est dans mon panthéon personnel, qui est Alexandre le Grand. Alors Alexandre le Grand, comme vous le savez peut-être, était le fils de Philippe II de Macédoine. Philippe II de Macédoine avait conquis la Grèce, et les Grecs vivaient très mal cette domination. Alors pour calmer les Grecs, Philippe II a décidé d'organiser une expédition contre l'Empire perse. Petit problème, Philippe II se fait assassiner. Son fils Alexandre prend le relais. Alexandre débarque en Asie mineure. Darius, au début, ne prend pas du tout Alexandre au sérieux. Pas du tout. Donc il envoie une armée de mercenaires grecs qui se font battre par l'armée macédonienne. Ensuite, Alexandre commence à faire le siège des différentes villes d'Asie mineure et il les prend une à une. Là, Darius, il commence à s'inquiéter. Donc Darius réunit cette fois-ci une armée perse près de la ville de Issos en 333. Il se prend une raclée. À nouveau par les phalanges macédoniennes, et d'ailleurs il laisse sur place sa femme et enfants et ses insignes royales. Alors là, Darius commence à sentir le feu du bûcher. Il veut arrêter les dégâts. Donc il propose à Alexandre de faire la paix. Et il dit à Alexandre, écoute, je te donne toutes mes terres à l'ouest de l'Euphrate, et on arrête là. Et toutes les terres à l'est de l'Euphrate, c'est un tiers de l'Empire perse. Alors il faut s'imaginer ce que c'était que la Macédoine, qui était un tout petit royaume, la Grèce, qui était elle aussi tout petite par rapport à l'Empire perse, et là, on propose aux Macédoniens un tiers de l'Empire perse, ce qui est complètement chavirant. Il faut se mettre à leur place. Alors donc débat dans l'armée macédonienne. Et donc sous une tente macédonienne, débat entre les généraux, les différents généraux macédoniens. Et il y en a qui disent il faut accepter, il faut refuser, un tel dit il faut accepter, il faut refuser. Et au final, la décision des généraux est transmise à Alexandre par
par Parménion. Parménion était un ami d'enfance de Philippe II, et il était aussi évidemment en général. Hein. Et donc Parménion était quelqu'un qui avait énormément d'autorité, de prestige parmi les Macédoniens. Et Parménion dit à Alexandre, Alexandre, tu vois, cette proposition de paix, elle vaut quelque chose quand même, c'est extraordinaire pour nous. Et si j'étais toi, j'accepterais. Ce à quoi Alexandre répond, moi aussi Parménion. Si j'étais toi, j'accepterais. Et évidemment, Alexandre a refusé. Il n'a pas plafonné ses ambitions politiques. Et il n'a pas eu un tiers dans l'Empire perse, mais il a fini par avoir l'Empire perse en sa totalité. Je vous remercie de votre attention.